Bonjour, je suis Farida Ayman de la classe de la deuxième secondaire sciences et je vais vous présenter notre projet. Notre groupe va vous présenter une problématique qui est très importante dans notre société et de laquelle souffre tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur la violence et le terrorisme. On va traiter leur définition, leur type, leurs motifs et leurs origines. Pour commencer, premièrement, qu'est-ce que la violence? Selon le MOS, l'Organisation mondiale de la santé, la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou d'un décès. C'est-à-dire, c'est ce qui agit sur quelqu'un contre son gré, ou ce qui fait agir quelqu'un en utilisant la force ou le pouvoir psychique ou physique afin de contraindre, dominer, tuer ou détruire ou endommager. Aussi, elle implique des coups de blessure, de la souffrance ou encore la destruction de la biens humains ou d'éléments naturels. En bref, la violence est le baromètre de rapport entre les hommes. Elle est liée au respect des droits humains car à chaque fois qu'un droit est violé, il y a violence. Deuxièmement, et pour finir, qu'est-ce que le terrorisme? Le terrorisme est une menace majeure pour la paix et la sécurité internationale. Les actes terroristes sont l'aboutissement des processus qui commencent souvent par la radicalisation, la formation d'opinions extrémistes et l'acceptation de la violence comme moyen de tenter de changer les choses. Comme pour d'autres types d'infractions, il n'existe pas de définition du terrorisme arrêtée sur le plan international, mais certains nombres d'actes sont universels, reconnus comme en étant des expressions. Les infractions liées au terrorisme comprennent le recours à la violence à des fins politiques comme le détournement aéronef, l'attaque des navires, l'utilisation d'armes chimiques ou nucléaires contre des civils, les enlèvements et d'autres formes d'attaques visant des civils. Et pour finir, le terrorisme en lui-même n'est pas un phénomène nouveau, mais au début du XIe siècle, il était marqué par une attention accrue à la question et une meilleure connaissance des actes et des groupes terroristes. Merci pour votre attention. Bonjour, je suis Fatma Yasser de la classe 2e secondaire sciences. Les formes de violence. Plusieurs types de violence sont distingués. Leur définition, parfois contradictoire, varie selon les époques, les milieux, les évolutions sociales ou technologiques. Premièrement, la violence verbale. La violence verbale, c'est tout ce qui s'entend. Par exemple, élever le ton pour intimider son ou sa partenaire, utiliser la menace, l'insulter ou l'injurier, faire de la chantage, donner des ordres. La violence psychologique. La violence psychologique, c'est une série d'attitudes ou de paroles méprisantes et humiliantes, comme dénigrer les capacités intellectuelles ou l'apparence, critiquer sa façon d'éduquer les enfants ou de cuisiner, passer des commentaires négatifs en public, lui laisser croire qu'il est incompétent ou nul. La violence psychologique est une forme de violence subtile, donc plus difficile à identifier. Elle débute souvent par des commentaires qui ne semblent pas si graves. La violence physique. Contrairement à ce que tout le monde croit, le partenaire n'a pas toujours besoin de frapper pour être violent et pour dominer. La violence physique, c'est lorsqu'il y a une manifestation physique de la violence, mais pas nécessairement un contact entre les personnes. Lancer les objets directement à la personne ou près d'elle, bloquer le passage, la pousser, serrer les bras, donner des coups de pied, tenter à l'étrangler. La violence économique. La violence économique, c'est tout ce qui se rapporte au contrôle de l'argent, tel que
obliger le partenaire à payer pour tous ses besoins essentiels, forcer l'autre à s'endetter, interdire à l'autre d'acheter certains articles essentiels, reprocher les achats qui ont été faits pour les enfants, forcer l'autre à voler ou à frauder, contrôler les gestions financières et les revenus du partenaire sans le consulter. Cette forme de violence réduit l'autonomie de la personne. La violence sociale. La violence sociale concerne principalement l'entourage de la victime. Rabaisser constamment les personnes importantes pour l'autre, critiquer sans cesse son emploi, son milieu de travail ou ses collègues, dénigrer les passe-temps, les activités, les sports que l'autre pratique, interdire de recevoir de la visite, de parler à ses amis ou de les voir, interdire de contacter sa famille, contrôler ses courriels ou ses appels téléphoniques, l'obliger à abandonner ses études ou lui interdire de travailler. Encore une fois, cette forme de violence se développe graduellement. Petit à petit, la victime se retrouve seule et isolée. L'harcèlement. L'harcèlement est une infraction criminelle qui consiste à traquer quelqu'un délibérément et de manière répétitive, dans le but de provoquer et de tourmenter, et pouvant faire craindre pour sa propre sécurité. Par exemple, il peut s'agir d'appels incessants à votre domicile ou votre travail, communiquer avec vous par courriel, vous suivre ou faire suivre des membres des familles ou des amis, envoyer des cadeaux ou des lettres. Le harcèlement peut être fait sur vous ou votre entourage. Et dernièrement, la violence spirituelle ou religieuse. La violence spirituelle consiste à empêcher l'autre personne d'exprimer ses croyances religieuses librement ou de fréquenter un lieu de culte. C'est critiquer et ridiculiser l'autre pour ses croyances, ses traditions, sa culture. C'est également utiliser certaines conceptions religieuses dans le but de contrôler, de manipuler ou d'obtenir des faveurs. C'est se servir de la religion pour justifier la violence ou la domination. Merci. Bonjour madame, je suis Maïroun de la classe de la 2e secondaire sciences et maintenant je vais présenter l'origine du terrorisme. Le mot terrorisme est attesté pour la première fois en novembre 1794. Il désigne alors la doctrine des partisans de la terreur. De ceux qui, quelque temps auparavant, avaient exercé le pouvoir en menant une lutte intense et violente contre les contre-révolutionnaires. Il s'agit alors d'un mode d'exercice du pouvoir, non des moyens d'action contre lui. Le mot a évolué au cours du XIXe siècle pour désigner non plus une action de l'État, mais une action contre lui. Son emploi est attesté dans un sens antigouvernemental en 1866 pour l'Irlande, en 1883 pour la Russie. Le philosophe Philippe Joseph fait remonter le concept de terrorisme au Jutrandy, notion qu'on trouve chez le juriste romain Pompinius et dans les digestes de l'empereur romain d'Orient Justinian. Le Jutrandy est le droit d'inspirer aux criminels une terreur salutaire, afin de le maintenir dans le respect de la loi. Le menace de l'exclusion en relève, par exemple, mais les Romains envisageant aussi une autre acception selon eux. L'usage de la terreur permet de chasser du territoire tous ceux qui voudraient en enfreindre les lois. L'usage du terrorisme sert à un argument généralement accusateur. À lui seul, il délégitime un acte qui peut être considéré comme le plus grave des crimes contre la personne. Les peines peuvent donc être plus sévères, comme l'emprisonnement à perpétuité ou la peine de mort. Mais à l'inverse, des adeptes du terrorisme peuvent avoir un sentiment différent. Par exemple, en supposant que la cause pourrait éventuellement être d'un intérêt supérieur à la violence commise, ce terme désigne aujourd'hui les actions violentes destinées à répandre la terreur et ainsi faire pression sur un État ou sur une population civile comme ISIS. Ces actions violentes visent souvent les populations civiles afin de détruire, tuer et mutiler ou soumettre. Elles ont pour but de promouvoir des messages à caractère idéologique, politique ou religieux par la peur et la publicité médiatique. Merci pour votre attention. Bonjour,
suis Habiba Tarek de la classe de la 2e secondaire sciences. Je vais vous parler des motifs de terrorisme et de violence. Nous avons soif de violence. Certains chercheurs pensent que nous avons soif de violence, que c'est dans nos gènes et affecte les centres de récompense dans notre cerveau. Cependant, remontant à des millions d'années, les preuves suggèrent que nos anciens ancêtres humains étaient plus épris de paix que les gens d'aujourd'hui. Bien qu'il existe des signes de cannibalisme parmi les premiers humains de la préhistoire, une étude réalisée en 2008 a conclu que les humains semblent avoir envie de violence tout comme ils mangent de la nourriture ou des drogues. L'étude a révélé que chez les souris, des grappes de cellules cérébrales impliquées dans d'autres récompenses sont également à l'origine de leur envie de violence. Les chercheurs pensent que la découverte s'applique au cerveau humain. Les humains sont certainement parmi les espèces les plus violentes. C'est un cliché de dire que le monde est un endroit violent. La violence, sous toutes ses formes, a été une caractéristique commune des sociétés tout au long de l'histoire humaine. Selon la théorie générale de l'attention TGT, le crime, y compris les actes de violence, est le résultat de tensions émotionnelles dans la vie. La tension peut résulter de la perte de quelque chose de valeur, comme une carrière ou un mariage, ou elle peut résulter de l'échec à atteindre quelque chose de valeur, comme la stabilité financière ou des objectifs éducatifs. La tension peut également résulter de relations personnelles dysfonctionnelles et tendues. La tension dans la vie mène à des émotions négatives, telles que la tristesse, la dépression, l'anxiété ou la colère. Selon la TGT, lorsque les émotions négatives prennent la forme de colère, elles sont les plus susceptibles de conduire à des actes criminels, y compris la violence. Cela ne veut pas dire que la colère résultant de la tension conduit toujours à commettre un crime. Évidemment, ce n'est pas le cas. Nous nous mettons tous en colère de temps en temps, mais la plupart d'entre nous n'y répondons pas en commettant un acte criminel. Certaines personnes crient, tandis que d'autres personnes peuvent boire de l'alcool et s'enivrer. Les plus stables d'entre nous attendent simplement un peu et se rafraîchissent. Le point clé de la TGT est qu'il existe une forte relation causale entre la tension, la colère et le crime. Surtout, la TGT du crime est plus qu'une simple théorie intéressante. Des recherches approfondies ont montré que certaines émotions sont fortement associées au crime, en particulier les actes de violence. Certaines des émotions primaires et instinctives associées à la violence sont la fierté, la jalousie, la luxure et le ressentiment. Cependant, et conformément à la TGT du crime, la recherche contemporaine révèle que l'émotion humaine la plus susceptible de conduire à la violence est la colère. La colère ou la rage est associée à une grande variété d'actes violents, notamment l'homicide, les voies de faits graves, le viol, la violence domestique, la maltraitance des enfants, l'intimidation, la torture et même le terrorisme. Les premières théories issues de la psychologie sont issues de la psychologie clinique et de la psychiatrie. Ils visaient à trouver des éléments de personnalité ou des pathologies dont une personnalité terroriste pourrait naître. En ce sens, la théorie psychanalytique, telle que les hypothèses de frustration-agression ou d'échec narcissique, a tenté sans succès de trouver une pathologie du terroriste. Rien ne prouve que les terroristes soient mentalement dérangés. En effet, il ne va pas trop loin d'affirmer que les terroristes sont psychologiquement normaux, dans le sens où ils ne sont pas cliniquement psychotiques. Ils ne sont ni déprimés, ni perturbés émotionnellement, ni fanatiques faux. En effet, les groupes et organisations terroristes filtrent les individus émotionnellement instables et représentent un risque pour la sécurité. D'autres théories se concentrent sur les causes sociales du terrorisme, comme la pauvreté, éducation, idéologie, religion, etc. Encore une fois, aucune preuve solide ne se dégage de cette hypothèse. Sur la base des mêmes constatations, une autre distinction conceptuelle plus orientée vers les objectifs a été établie entre le terrorisme appréhendé comme un syndrome et le terrorisme appréhendé comme un outil. Ils ont noté qu'historiquement,
le terrorisme était un syndrome dont les origines étaient d'abord identifiées comme des déviations personnelles et plus tard comme des causes profondes externes. Ils ont proposé qu'une autre compréhension soit possible en considérant le terroriste et le terrorisme comme deux entités distinctes. Plus spécifiquement, en se concentrant sur le terrorisme comme moyen d'atteindre certains objectifs, en adoptant une perspective descendante, bien que le plus souvent un outil pas vraiment efficace. Cette perspective permet de considérer que tout agent social peut devenir un terroriste, d'appréhender le terrorisme comme un outil social pas si différent des autres, même s'il est moralement différent, que la psychologie peut étudier pour cela dans le cadre de processus psychologiques communs. Et voilà la fin de notre projet et merci pour votre attention.